1, 2, 1, 2 au niveau du son, est-ce que c'est bien? L'intro en une phrase. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une procédure qui a été mise en place la première et unique fois en 2014. C'est la procédure du Spitzenkandidat. Avant de se lancer dans l'explication de la procédure en elle-même, il convient de rappeler comment le président de la Commission européenne est désigné. Selon les traités, et notamment selon l'article 17, paragraphe 7 du traité sur l'Union européenne, c'est le Conseil européen qui choisit un candidat. Ah, par contre, là, on le voit dans le cadre. C'est le Conseil européen qui propose au Parlement un candidat tout en tenant compte des élections. Le Parlement doit ensuite élire ce candidat à la majorité simple afin qu'il devienne le président de la Commission. C'est le caractère ambigu de la phrase « en tenant compte des élections au Parlement européen » qui a permis au Parlement de faire une interprétation extensive de cet article. Concrètement, cette interprétation lui a permis de renforcer son pouvoir en introduisant la procédure de Spitzenkandidat. Il est donc important de comprendre que cette procédure n'est pas ancrée dans les traités. En d'autres termes, l'article 17, paragraphe 7 ne mène pas automatiquement au système de Spitzenkandidat. La procédure de Spitzenkandidat, ou de tête de liste en français, est une procédure visant à renforcer le rôle du Parlement et des partis politiques européens dans la sélection du président de l'exécutif. Concrètement, les familles politiques européennes désignent un candidat qui leur est propre en amont de chaque élection européenne. Ce qui s'affiche en ce moment à l'écran, c'est les candidats de tête des 6 groupes politiques qui ont été désignés avant l'élection de 2019. On a donc Manfred Weber pour le PPE, Franz Timmermans pour le PSE ou encore Ska Keller chez les Verts. En général, ces têtes de liste sont désignées lors de congrès organisés par les partis. D'autres partis ont décidé de ne pas présenter de candidats car opposés au principe même de Spitzenkandidat. Mais alors, pourquoi désigner un candidat de tête de liste ? Eh bien, le but est de proposer au Conseil européen un candidat à la présidence de la Commission. Le Conseil européen est ensuite censé choisir la tête de liste du parti ayant obtenu le plus de sièges pour jouer le rôle de président de la Commission européenne. Enfin, le Parlement doit approuver la nomination de cette personne à la majorité simple. Le nouveau président de la Commission européenne est alors élu. En bref, la procédure de Spitzenkandidat est respectée si le président de la Commission est la tête de liste de la famille politique ayant obtenu le plus de sièges lors des élections. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple des élections de 2014. Le Conseil européen désigne à leur issue Jean-Claude Juncker, qui est alors la tête de liste du Parti populaire européen, parti ayant obtenu le plus de sièges lors des élections. Sa nomination est ensuite approuvée par le Parlement à 422 votes en faveur, 250 contre et 47 abstentions. Néanmoins, cela ne s'est pas réitéré en 2019, où la tête de liste du PPE, Manfred Weber, n'a pas été désigné par le Conseil européen pour succéder à Jean-Claude Juncker. Perfecto. Ouais, c'est bon. Je suis comme Céline, comme quoi. Pour commencer notre démarche historique dans la procédure des Spitzenkandidat, il faut d'abord considérer des changements qu'ils ont eu dans les traités. Donc, en fait, on peut voir dans l'écran les traités de Nice et les traités de Lisbonne. Donc, l'article 17, paragraphe 7 et du traité de Lisbonne et l'article 214, paragraphe 2 des traités de Nice. Et déjà là, on voit la différence. Ce sont des différences qui ne sont pas institutionnelles, mais c'est juste des différences des vocabulaires, mais qui sont très importantes et qui entraînent la procédure des Spitzenkandidat. Dans le traité de Lisbonne, on voit qu'il y en a en partie qui a été ajouté, donc en tenant compte des élections, etc. Et aussi 2 verbes qui sont changés, et particulièrement c'était approprié et élu. Donc déjà ça, c'est une forte différence. Passons maintenant aux élections de 2014. Les élections de 2014, ce sont celles où, pour la première fois, il y a eu la mise en œuvre de la procédure de Spitzenkandidat. Les slogans, c'était « This time is different ». Parce que, en fait, l'idée, c'était vraiment que les citoyens, en allant voter, ils décidaient pas que
les représentants politiques du Parlement, mais aussi la tête des listes, donc les candidats à la présidence de la Commission. Donc chaque parti avait choisi les têtes des listes, et entre autres, par exemple, en 2014, on avait Jean-Claude Juncker, mais aussi Martin Schulz pour les partis des social-démocrates. Et là, en fait, c'était finalement Juncker qui a été élu. Donc, en voyant la procédure, en fait, Juncker a été élu, mais il y a eu de la critique sur ça, parce que les conseils a finalement désigné... non, finalement, ok. Oui, parce que je ne pouvais pas dire désigner que c'est... Attention les mots. Donc, les conseils européens a finalement proposé Jean-Claude Juncker, que c'était aussi la tête des listes des partis populaires européens. Là, il y a eu des critiques parce que on ne savait pas si en fait Juncker avait été nommé parce qu'il avait été proposé par aussi les parlements, c'était la tête des listes, ou parce que en fait il était une personne avec une grosse expérience dans les institutions européennes et donc qui avait quand même des liens avec les chefs d'État. Par contre, en 2019, cette procédure a échoué. En fait, a été nommée Ursula von der Leyen, qui n'était pas en fait une tête des listes des partis au Parlement. En fait, les partis en Parlement avaient proposé des noms qui étaient différents, mais finalement, c'est le Conseil qui a proposé les noms d'Ursula von der Leyen. Donc, pourquoi la procédure a échoué? Pour deux raisons principalement. La première, c'est que les parlements avaient une composition légèrement différente. Les partis populaires européens et les social-démocrates n'avaient pas la majorité, donc ils devaient avoir un accord aussi avec un autre parti, et là l'accord c'était plutôt difficile. Et aussi la deuxième raison, c'était l'opposition du Conseil. Donc comme je l'ai déjà dit, il y avait déjà eu des critiques après la présidence de Juncker, et cette fois il y avait différents chefs d'État qui étaient réticents à cette procédure. Donc par exemple Macron, mais aussi Viktor Orban. Et aussi une autre chose à dire, c'est les choix du candidat du parti de la majorité relative, toujours les PPE, aussi s'il avait perdu beaucoup de sièges. Et là il avait désigné comme candidat Manfred Weber, et Manfred Weber ne plaisait pas au chef d'État parce qu'en fait c'était une personne qui avait toujours eu une carrière dans les parlements, mais qui n'avait pas beaucoup de liens à différence de Juncker avec les chefs d'État comme Juncker. Donc la différence entre les traités de Nice et les traités de Lisbonne, c'est pas un changement vraiment institutionnel, mais c'est sûrement un changement des langages très important. Et du coup, pour finir, je vais vous parler des pour et des contre. À la base, pourquoi on a voulu développer cette procédure dite du Spitzenkandidat. La procédure du Spitzenkandidat est en fait l'aboutissement de tout un travail de démocratisation de l'Union européenne qu'on a voulu entamer fin des années 80, on va dire, avec la réforme de pas mal de traités. C'est-à-dire qu'au début, la construction européenne était complètement technocrate et c'était un choix qui était absolument assumé. C'était un choix de construction top-down par les élites. Le but était que le peuple européen soit en sécurité au sortir de la guerre. Du coup, on a avancé comme ça pendant un bon moment. Au début, le Parlement était juste une entité consultative, sans réel pouvoir, et au fur et à mesure des traités est apparu le besoin de donner de plus en plus de pouvoir au Parlement dans le but de légitimer la construction européenne auprès de ses propres citoyens. Le but, par cette démocratisation, c'était de dire l'Europe appartient à tout le monde, c'est votre Europe aussi, et vous pouvez participer au processus de construction. Du coup, le Parlement a eu de plus en plus de pouvoir, et on arrive dans les années 2000 avec une petite crise de légitimité au sein de l'Union européenne. Pas mal de pays ne sont pas d'accord, il y a pas mal de blocages, pas mal de traités sont signés avec toujours des opt-out pour certains États. Je pense à l'euro, je pense à Schengen. Il y a une petite crise de légitimité et on ne sait pas trop où se mettre, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut, quelle direction on veut donner à l'Union. Et c'est pour ça qu'est apparue cette idée de développer cette procédure du Spitzenkandidat. Le message était clairement aux Européens, cette Europe, elle vous appartient
Et du coup, le président de cette Europe, eh ben, il sera aussi un petit peu indirectement désigné par vous. Parce que c'est notre projet! Le fait est que ça n'a pas forcément marché, car la participation aux élections européennes demeure et a demeuré... Ça veut rien dire ce que je dis, non? Car la participation aux élections européennes demeure très faible. Les Européens ne se sentent pas concernés par ce processus de construction européenne. C'est d'ailleurs une critique qui a été faite à cette procédure, c'est qu'elle n'est pas vraiment crédible parce que, déjà de 1, c'est une coutume, c'est-à-dire qu'elle n'est pas institutionnalisée, elle n'est pas contraignante, elle n'est pas obligatoire. Le Conseil européen peut décider de proposer un candidat qui découle de la majorité parlementaire, mais il n'est pas tenu de le faire. Du coup, au niveau de la crédibilité, est-ce que les Européens vont forcément se sentir concernés par ce petit geste finalement que l'Union a été d'accord de faire à ses citoyens? La réponse est clairement non, car il y a toujours un problème d'abstention. Ensuite, une critique qui est souvent faite aussi à cette procédure, c'est que cette procédure est en faveur des grands partis, donc l'alliance PPE, social-démocrate, qui remporte toujours les élections. Ça pose un problème au niveau de la représentation des petits partis et de l'alternance du président de la Commission européenne. Des critiques également faites à cette procédure repose sur une question de base qu'on a d'ailleurs envie de discuter avec vous. Certaines personnes pensent que la Commission européenne ne doit pas forcément être un organe politisé, vu qu'il représente l'Union et que le but des commissaires et donc du président de la Commission est de travailler, d'œuvrer pour l'Union indépendamment des États. Et en ce sens, est-ce que le gouvernement européen devrait être politisé? Du coup, la question qu'on a envie de formuler avec vous, est-ce qu'un gouvernement étatique, subétatique, supranational, est-ce qu'un gouvernement doit forcément être politisé, doit avoir une légitimité démocratique directe ou pas forcément? Car dans le fond, un gouvernement, c'est l'exécutif. Un exécutif exécute. Est-ce que forcément, il doit y avoir une légitimité démocratique pour exécuter? Pour vous donner quelques outils, on a fait une petite recherche sur des États. Donc, on fait une comparaison au niveau étatique. On s'est intéressé aux 4 États qui ont le meilleur résultat de l'indice démocratique en 2019. Est-ce que le gouvernement de ces pays a une légitimité démocratique directe? Alors, en ce qui concerne la Norvège, c'est constitutionnellement le roi qui nomme le Premier ministre en fonction des élections et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Idem avec la Suède. En Islande, le président est élu par le peuple et lui-même va désigner son Premier ministre. En Suisse, l'entité présidentielle, l'entité gouvernementale, constituée de 7 ministres, et ces 7 ministres ne sont absolument pas élus par le peuple. Donc la Suisse est un pays qui a un très bon indice démocratique, c'est une démocratie mondialement reconnue, et pourtant son gouvernement n'a pas de légitimité démocratique directe. Il est élu par le Parlement. Le Parlement qui certes est élu par le peuple, mais ensuite, une fois que ces présidents sont au pouvoir, on ne peut pas les destituer, ils ne sont pas responsables devant le Parlement. Tout ça pour dire que dans le monde, on a plusieurs exemples, des fois avec un gouvernement qui a une légitimité démocratique directe, des fois elle est indirecte, des fois elle est quasi existante, et ça soulève de nombreuses questions. Un tournage. 1 mètre de distance là, 1 mètre de distance là, qu'est-ce qu'ils font?